Donc maintenant, je vais parler d'une troisième forme de thérapie, je dirais qui est là un tout petit peu moins, enfin plus récente, donc moins classique, mais quand même qui a déjà un certain âge, pour des maladies génétiques, et pour une classe de maladies génétiques très, très particulière, ce qu'on appelle les maladies de surcharge, et par défaut d'enzymes qui sont présentes dans cette usine à dégrader ceux dont on ne veut plus, ou ceux qu'il ne faut pas qu'ils s'accumulent, qui s'appellent les lysosomes. Les lysosomes sont des petites particules organiques dans la cellule, qui sont bourrées d'enzymes, ce qu'on appelle les enzymes lysosomiales, et qui sont chargées de cataboliser, de détruire un certain nombre de composés, notamment des lipides, pour qu'ils ne s'accumulent pas quand on n'en a plus besoin. Et parmi ces maladies, il y a ce qu'on appelle les sphingolipidoses. Les sphingolipides, c'est des lipides qu'on trouve dans certaines membranes, y compris dans la myéline, la sphingomyéline par exemple. Et quand ces lipides, qui sont des lipides relativement complexes, doivent être dégradés par des enzymes lysosomiales, et quand il y a, par défaut génétique, un de ces enzymes qui sont absents, eh bien, le substrat de l'enzyme, celui qui devrait être dégradé, va s'accumuler, et en fonction de là où il s'accumule, ça va entraîner des troubles cliniques divers. Alors, certaines de ces maladies sont extrêmement rares. La maladie la plus fréquente est la maladie de Gaucher. Alors là, c'est une maladie récessive, et c'est une maladie qui, je dirais, dans la population française générale, ou population européenne, a environ une fréquence de 1 sur 50 000, 1 sur 100 000. Mais il se trouve que là, comme souvent pour les maladies récessives, vous pouvez avoir des effets fondateurs, c'est-à-dire des mutations qui ont, par des effets de dérive génétique ou autres, ont pris une fréquence plus élevée dans certaines populations. Et là, il se trouve qu'il y a une mutation responsable de maladie de Gaucher qui est devenue relativement fréquente chez les juifs ashkénazes. Et donc, la fréquence de la maladie de Gaucher est beaucoup plus forte chez les juifs ashkénazes que dans d'autres populations. Mais il y a de temps en temps aussi, par exemple en Suède, il y a une forme particulière, parce qu'il y a une mutation particulière dans le nord de la Suède, qui est responsable d'une forme très sévère de maladie de Gaucher. Donc, si vous voulez, il n'y a pas que les juifs ashkénazes. Donc, c'est le déficit dans un gène qui code pour une glucocérébrosidase. Cérébroside, c'est un de ces lipides complexes qui porte un résidu glucose, et pour cataboliser ceci, il faut enlever le glucose. Si on ne l'enlève pas, ça se bloque, et vous avez une accumulation donc, de ce composé, glucosylcéramide. Alors tout ça, c'est de la biochimie un peu rébarbative, mais qui était importante. Donc vous voyez, c'est les différentes sortes de sphingolipides, et puis les différentes voies qui permettent leur catabolisme. Et puis chaque fois qu'il y a un petit cercle avec un numéro, c'est qu'il y a une déficience génétique qui peut exister dans l'un de ces enzymes et qui correspond à différents types de maladies. Par exemple, c'est une maladie neurologique très grave, la maladie de Crabbe. 6, c'est aussi une maladie neurologique extrêmement grave, la leucodystrophie métachromatique. Et puis, notre fameux 5, c'est la maladie de Gaucher. Donc, le substrat, c'est glucosylcérébroside. Et en principe, cette enzyme doit enlever le glucose. S'il ne le fait pas, eh bien, ceci s'accumule. Et quand ça s'accumule dans de nombreux types cellulaires, alors,
En général, le déficit dans la forme la plus fréquente n'est que partiel. Et quand il n'est que partiel, l'accumulation se fait surtout dans les cellules où il y a particulièrement beaucoup de ce glucosylcérébroside. Et donc, cette forme la plus fréquente, qu'on appelle de type 1, qui est heureusement, puisque c'est la plus fréquente, celle qui est quand même la moins sévère, mais moins sévère, ça reste encore souvent quand même une maladie extrêmement sévère. C'est une atteinte hématologique, notamment avec des troubles des plaquettes, etc. Une atteinte osseuse qui peut être responsable de déformations osseuses, de troubles de la croissance et de douleurs extrêmement handicapantes. Les problèmes osseux peuvent être extrêmement sévères. Vous avez une hypertrophie de la rate et une hypertrophie du foie, qui font aussi d'ailleurs que ces énormes rates et énormes foies vont entraîner des troubles respiratoires simplement par compression. Donc c'est quelque chose de très sévère, mais avec une sévérité très variable et qu'on ne comprend d'ailleurs pas toujours, puisque des personnes qui génétiquement ont exactement les mêmes mutations, chez certaines, jusqu'à l'âge de 40 ans ou 50 ans, on ne s'apercevra de rien, alors que d'autres ont des formes vraiment tout à fait sévères. Donc, si vous voulez, il y a ce truc que les êtres humains sont quand même très divers du point de vue génétique et que probablement vous avez des interactions avec la constitution génétique de l'individu qui fait que telle ou telle chose va s'exprimer de manière diverses selon les patients, mais c'est particulièrement cette forme 1 de la maladie de Gaucher, c'est effectivement un exemple de variabilité d'expression clinique assez impressionnante. Donc c'est dans les années, je crois, 60-65 qu'on a commencé à comprendre des anomalies enzymatiques. Et ces enzymes, ou certains de ces enzymes, il y en avait pas mal dans le placenta. Le placenta, ça avait un avantage, c'est que c'est un tissu humain qui est facilement, enfin en tout cas, qu'on pouvait facilement obtenir, puisqu'en principe, on n'en fait rien. Donc si on n'en fait rien, on peut toujours l'utiliser pour préparer des protéines. Et donc, il y avait eu des premiers essais en 73 et 75 pour fabriquer de l'enzyme placentaire et voir est-ce que ça pouvait être utilisé en infusion donc, intraveineuse chez des malades, pour la maladie de Fabry d'abord, qui est une des maladies, ensuite pour la maladie de Gaucher. C'était pas très efficace, et donc c'était pas très efficace parce que pour que cet enzyme soit actif, il faut qu'il entre dans la cellule, parce qu'il ne faut pas qu'il agisse. Le facteur 8 de coagulation, il agit dans le plasma. Donc, si vous voulez, ça, c'était pas trop compliqué. Une fois que vous l'infusez dans le sang, il est là où il doit être actif. Un enzyme lysosomial, si vous le mettez dans la circulation, il faut qu'il rentre dans les cellules, dans les bonnes cellules où il sera utile, et en plus, il faut même qu'il rentre dans les lysosomes. Et les biochimistes se sont aperçus que ces enzymes lysosomiales, c'était des glycoprotéines, et qu'il y avait à la surface des cellules des récepteurs pour des glycoprotéines qui avaient du mannose exposé dans les chaînes glycoprotéiques, et que ce récepteur permettait d'internaliser ces enzymes à condition qu'ils aient du mannose sur leur chaîne glycoprotéique. Et donc, entre 1977 et 1981, il y a des biochimistes qui ont mis au point des techniques où on traitait l'enzyme qui était placentaire par d'autres enzymes qui allaient enlever une partie des résidus glycoprotéiques pour exposer les résidus mannose. Et une fois que ces résidus mannose étaient exposés, eh bien, ça permettait
à l'enzyme de rentrer, notamment de rentrer dans les macrophages. Et quand il était dans les macrophages, il pouvait être internalisé et aller dans les lysosomes. Et là, il pouvait effectivement traiter ces cérébroglucosides qui s'accumulaient. Et donc en 1981, il y a un papier qui montre qu'effectivement on arrive à produire cette enzyme partiellement déglycosylée, donc avec l'exposition des résidus mannose, et que ça a l'air d'être plus efficace. Et ceci conduit à la fondation d'une société qui s'appelle Genzyme. Et cette société, son but, c'est de passer à la production industrielle de cette enzyme pour cette maladie qui touche quand même que environ, comme je l'avais dit, une personne sur 50 000 à une sur 100 000, même si elle touche plus de juifs ashkénazes. Et on peut se dire, comme c'est une compagnie qui s'est installée dans l'est des États-Unis, il y a un peu plus de juifs ashkénazes dans l'est des États-Unis. Donc il commence, parce qu'il s'agit, évidemment, quand vous voulez produire quelque chose qui sera donné de manière régulière à des patients, il faut les produire à la fois dans des conditions de stérilité rigoureuse et de qualité rigoureuse, et puis il faut pouvoir en produire suffisamment. Donc ça met à peu près 10 ans à ce qu'ils puissent produire en quantité suffisante et réglementaire et que ça soit approuvé par la FDA, Food and Drug Administration, une première préparation d'enzymes placentaires. Mais le génie génétique étant arrivé, c'est très vite remplacé par une enzyme recombinante. Mais là, elle est vous savez qu'en général, quand on veut faire de la biotechnologie, très souvent, on produit les protéines dans des bactéries. Là, on ne peut pas produire dans les bactéries. Pourquoi? Parce que pour qu'elles puissent s'entrer, il faut qu'elles soient sous une forme glycoprotéine spécifique avec ses résidus mannose. Et ça, la bactérie, elle ne sait pas faire. Dans la bactérie, il n'y a pas de glycoprotéine avec des résidus comme ça. Donc, cette enzyme recombinante, donc on a isolé le gène, le cDNA, on l'a bricolé pour qu'il puisse produire, et il produit dans des cellules en culture, qui sont des cellules de hamster chinois, qui poussent très bien, qui ne sont pas contaminées par des virus, etc. Et donc les CHO cells. Et donc ils ont mis au point une préparation de cette enzyme, de cette glycoprotéine, évidemment, comme je l'ai dit, de manière qu'il y ait ces résidus mannose qui lui permettent de rentrer avec une grande efficacité dans les macrophages. Et en 2005, il y avait plus de 4300 patients qui avaient été traités, mais uniquement, ou quasi uniquement sur cette forme 1, éventuellement 3, je vous avais oublié, il y a une forme 2 qui heureusement est très rare, qui elle est une forme neurologique aiguë, et avec des enfants qui meurent très rapidement. La forme 3, c'est comme la forme 1, plus une neuropathie. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que, comme vous le savez, il existe cette barrière hémato-encéphalique qui est faite pour protéger le cerveau contre des virus ou des choses qui risqueraient d'être très mauvaises pour lui. Mais cette barrière hémato-encéphalique, elle empêche beaucoup de choses de passer. Et notamment, si vous injectez cette enzyme par voie sanguine, ça ne passe pas la barrière hématocéphalique, et donc ça ne va pas dans le cerveau. Et donc ça ne va pas pouvoir corriger le déficit dans des cellules gliales ou neuronales. Donc c'est actif, cette enzyme, sur les aspects non neurologiques de la maladie de Gaucher, donc sur la forme 1. La forme 1, par définition, est non neurologique. Ça va être actif sur la forme
les aspects non neurologiques de la forme 3, mais pas sur les aspects neurologiques de la forme 3. Et sur la forme 2, on n'essaye même pas, parce que de toute façon, la forme 2, ce qui compte, c'est une forme neurologique aiguë. Et donc, voilà. En France, en 2003, il y avait 250 patients identifiés, 150 traités. Alors pourquoi il y a une différence? C'est que le traitement, on y reviendra, est tellement cher qu'on ne le donne qu'à ceux qui ont vraiment une maladie sévère. Je vous avais dit que c'est une maladie de sévérité très variable. Donc il y a des critères de sévérité qui disent, voilà, s'il y a une personne qui a telle ou telle chose, oui, on va faire le traitement. Si il y a une sévérité moindre, d'autant plus que, je vous avais parlé, il y a un traitement depuis 2002 pharmacologique alternatif pour les formes moins sévères. Donc, oui, quand je dis que c'était un traitement qui est cher, 200 000 $ par an, je suppose que ça veut dire à peu près 200 000 € par an. Donc, il n'y a peut-être pas énormément de malades, mais quand vous multipliez quand même par 150, ça fait beaucoup. Et en Israël, par exemple, le problème de juifs ashkénazes, c'est un problème. Le traitement de la maladie de Gaucher est un problème, je dirais, économique important. Ils le font, mais... Et en plus, c'est un traitement il faut adapter le dosage pour chaque patient, c'est un peu compliqué. Et je voudrais, parce que c'est une histoire intéressante, je vous avais dit que pendant longtemps, les boîtes pharmaceutiques ne s'intéressaient pas à ces maladies rares. Genzyme a été une des premières, mais c'est une toute petite entreprise au début, à s'intéresser, à dire, voilà, nous, on va essayer de faire un médicament pour une maladie qui est présente chez une personne sur 50 000 ou 100 000. Vous savez qu'il y a une définition des maladies orphelines. Maladies orphelines, ça veut dire que, en principe, des maladies qui sont orphelines de l'intérêt des grands groupes pharmaceutiques. La définition de maladie orpheline, c'est moins de 1 sur 2000. Quand vous êtes à moins de 1 sur 2000, c'est rare que ça intéresse, ou que ça intéressait, en tout cas, c'est en train de changer, les industries pharmaceutiques. Là, on était à 1 sur 50 000. Eh bien, avec ce premier enzyme recombinant, ensuite, Genzyme a commencé à faire d'autres choses, d'autres enzymes pour d'autres maladies, puis à élargir un peu son portfolio. Mais en 2007, revenus, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont vendu, 4,6 milliards de $. Net income, c'est le bénéfice, 420 millions de $. 30% de leurs revenus, c'est l'enzyme substitutif pour la maladie de Gaucher. 12 000 employés. Alors, ils font une pub pas possible. Les congrès de génétique, vous avez toujours des gens de Genzyme qui sont là. Ils organisent des réunions, ils organisent des congrès. Apparemment, de temps en temps, des congrès dans des villes sympas. Donc, ils poussent beaucoup. Mais ceci dit, c'est utile. Et alors, ce qui a été, pour moi, absolument étonnant, c'était des gens c'était les maladies rares. Hein. Et cette année, il y a 1 mois, 2 mois, Sanofi Aventis, qui est une entreprise en grande partie française, pharmaceutique, a racheté Genzyme pour la modeste somme de 15 milliards d'euros. Donc, vous voyez, alors, c'est intéressant, d'une part, ça dit que, voilà, même avec des maladies rares, on peut se faire pas mal de dollars. Et ça montre aussi qu'il y a un changement. Alors, il se trouve qu'ils ont racheté Genzyme, peut-être pas tellement pour leur portfolio maladies rares, mais aussi pour leur expertise pour préparer des médicaments de base biotechnologique, et pas des médicaments par chimie. Et donc, c'est quand même très, très étonnant qu'effectivement, une grosse pharma comme Sanofi Aventis a racheté ce qui, au départ, était une toute petite entreprise et qui a grossi grâce à un tout petit nombre de médicaments pour des maladies rares. J'ai trouvé sur le site de Genzyme leur pipeline. Donc, bon, évidemment,
cérébrosidase est déjà bien fait. Ils ont deux médicaments substitutifs, donc des enzymes substitutifs, qui ont passé la phase 3 et donc qui sont maintenant en diffusion, qui sont donnés aux malades pour la maladie de Fabry ou pour la maladie de Pompe. La maladie de Pompe, c'est une maladie notamment musculaire et cardiaque extrêmement sévère qui conduit à la mort assez rapidement des enfants atteints. Et donc là maintenant, il y a, comme vous savez, il y a des différentes phases précliniques. Phase 1, c'est juste montrer que le médicament n'est pas dangereux. Phase 2, qui peut être efficace. Phase 3, c'est vraiment montrer l'efficacité. Et si vous avez passé la phase 3 et montré l'efficacité, à ce moment-là, vous pouvez avoir l'autorisation de mise sur le marché et vous continuez avec les post-marketing studies. On verra aussi qu'ils s'intéressent à des thérapeutiques qui, elles, sont des thérapeutiques mutations spécifiques. Je parlerai dans mon dernier cours de cette atalurène, mais ça, c'est encore qu'en phase 2. Donc vous voyez, mais pour la plupart, c'est donc des maladies génétiques rares, bien qu'on trouve Parkinson aussi, mais Parkinson, c'est encore qu'en phase 1 par thérapie génique. Donc c'est encore loin d'être... Alors, le succès de Genzyme a évidemment suscité des appétits ou des idées, et il y a, ce qui est d'ailleurs toujours bien, il y a une autre compagnie de biotechnologie qui s'appelle Shire, qui s'est mis un peu sur le même marché à préparer des enzymes qui puissent être données pour d'autres de ces maladies lysosomiales, comme syndrome de Hunter, également la maladie de Fabry, etc. Et donc, ils ont déjà deux enzymes qui peuvent donner pour ces maladies qui sont encore plus rares que la maladie de Gaucher, mais qui sont des maladies sévères, la maladie de Fabry et la maladie de Hunter. Alors, juste pour dire que ça, il y a un enzyme qui manque, donc on va essayer de le produire par biotechnologie et de l'infuser, faire des infusions, mais ces infusions, ça veut dire qu'effectivement, il faut faire donc par voie sanguine. Là aussi, c'est des thérapeutiques, donc je vous avais dit, extrêmement chères, et qui sont des thérapeutiques de toute une vie, parce que vous avez besoin de cette enzyme tout le temps. Alors, il y a essai de développement de molécules pharmacologiques, et là, il y en a une qui est acceptée, qui est diffusée, qui a son autorisation de mise sur le marché depuis 2002 pour la maladie de Gaucher. Et l'idée, c'était pas d'agir au niveau de l'enzyme, mais d'agir au niveau du substrat de cette enzyme et d'inhiber l'enzyme d'avant pour diminuer l'apport de substrat. Donc réduire l'apport de substrat. Et donc ils ont pu développer donc une molécule, un analogue de glucose, qui est un inhibiteur de l'enzyme qui synthétise ce glucosylcéramide. Donc l'idée, c'est puisque ce glucosylcéramide, à cause du déficit enzymatique des malades, est moins dégradé, eh bien, on va essayer de diminuer l'apport de cette molécule, donc réduire l'apport de substrat. Et effectivement, il y a eu des essais cliniques qui ont montré que c'était efficace, mais pour les patients qui avaient les formes les moins sévères. Maintenant, on se pose la question aussi, est-ce qu'éventuellement, comme le miglustat, lui, passe la barrière hémato-encéphalique, est-ce qu'il serait peut-être intéressant, en combinaison avec l'enzymothérapie, pour traiter les formes avec neuropathie, les formes 3. Et donc là, il devra y avoir des essais cliniques, où ils sont peut-être en cours. Ce qu'on s'est aperçu aussi, plus récemment, c'est que ce miglustat peut-être ne marche pas seulement comme
inhibiteur de l'enzyme d'avant et donc en réduisant l'apport de substrat. Mais comme finalement l'enzyme qui est déficient en gaucher est une glucosidase, donc c'est un analogue de glucose, mais il était montré qu'il semble pouvoir agir comme une chaperonne. Alors qu'est-ce que c'est les chaperonnes? Pour qu'une protéine puisse assumer sa forme correcte et ne pas être dégradée, parce qu'il y a des mécanismes dans la cellule qui reconnaissent les protéines qui n'ont pas pris la bonne forme. Il y a des protéines qui agissent comme chaperonnes, qui aident à stabiliser ou à prendre la forme tertiaire et quaternaire des protéines. Mais on a des composés pharmacologiques qui peuvent, en se mettant par exemple à un endroit critique de la protéine, peuvent stabiliser une protéine, et notamment peuvent stabiliser une protéine anormale qui a tendance à être détruite. Et donc ce qui a été montré, c'est que pour certaines mutations de la maladie de Gaucher, eh bien, le miglustat agit aussi comme chaperonne, c'est-à-dire que probablement il aide cette protéine à ne pas être dégradée elle-même et donc augmente l'activité. Donc là, il y a un papier, je vais passer, j'ai pris du retard, mais qui montre qu'effectivement, dans des études dans des cellules en culture, où on introduit dans ces cellules en culture des gènes qui sont mutés, qui portent des mutations qui sont présentes chez certains patients, et en fonction que l'on ajoute le miglustat ou pas, on voit que l'activité enzymatique est augmentée, au moins pour certaines des mutations, et donc ça suggère que effectivement le miglustat pourrait aussi agir comme chaperonne pour cette enzyme. Et il y a eu d'autres données. D'ailleurs, il y avait un séminaire que j'avais organisé, un workshop que j'avais organisé il y a quelques années, où il y a un excellent chercheur de Poitiers qui a montré que le miglustat pouvait aussi agir comme chaperonne par rapport à certaines mutations de la mucoviscidose. Et il y a, disons, il y a eu un premier essai clinique, mais qui n'a pas été très réussi, mais il y aura probablement des essais cliniques pour voir est-ce que le miglustat pourrait être intéressant aussi comme chaperonne pour la mucoviscidose. Je vais passer. Donc simplement, pour ceux, puisque j'ai vu qu'il y a quelques jeunes qui voudraient peut-être lire des choses complémentaires sur ces sujets, il y a un excellent article qui a 4-5 ans sur Enzyme Replacement for Lysosomal Disease par Roscoe Bardi, qui est un de ceux qui a vraiment fondé le domaine, puisque c'est vraiment celui qui est, je crois, un des tout premiers à travailler sur ces maladies et à proposer l'enzymothérapie substitutive, donc Roscoe Bardi. Et puis, en français d'ailleurs, bien que j'ai copié, c'est Dominique Germain, qui est le grand spécialiste en France de l'enzymothérapie substitutive et du traitement de ces maladies lysosomales, qui a fait une revue de thérapie enzymatique substitutive des maladies lysosomales, où il discute les diverses thérapies, et vous voyez qu'il commence à y avoir un certain nombre. Alors c'est souvent des maladies extrêmement rares, mais où il commence à y avoir des choses intéressantes pour d'autres maladies que la maladie de Gaucher. Mais évidemment, il conclut que le problème principal, c'est que toutes ces enzymothérapies ne fonctionnent que sur des pathologies non neuronales, enfin non cerveau, puisque ces enzymes ne passent pas la barrière hémato-encéphalique, et donc que les pathologies liées au système nerveux central représentent vraiment le challenge pour ces maladies. Et effectivement, est-ce qu'on pourrait développer plus systématiquement des chaperones, il en existe aussi qui ont été proposés pour la maladie de Fabry, ou les inhibiteurs de synthèse des précurseurs, enfin, ou des composés qui s'accumulent,
donc comme ce que je vous avais déjà raconté pour la maladie de Gaucher. Donc ces deux références qui pourront vous intéresser. Alors, je n'ai pris que 30 minutes de retard. Et donc, je vais passer maintenant au deuxième cours. Des modèles animaux à des cibles pharmacologiques en essais cliniques. Et sur deux maladies, le syndrome X fragile, qui est un syndrome dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises dans ce cours, mais plus sur les aspects à la fois quel type de mutation, aussi une partie des aspects physiopathologiques. Mais je reprends ça parce qu'il vient d'avoir le premier essai clinique, j'allais dire, sérieux et impliquant là aussi une très grande boîte pharmaceutique Novartis, qui vient d'être publiée. En plus, c'est un essai clinique dont un groupe français est un des groupes principaux, donc c'est intéressant de voir à la fois ce qui a été fait, les limites, qu'est-ce que ça peut, et puis comment est-ce qu'on en est arrivé là. Et puis l'autre sur le syndrome de Marfan, là aussi, il y avait une conférence intéressante lors d'un workshop que j'avais organisé au Collège de France par Bart Leuss, qui avait raconté, je dirais, le début de cette histoire, mais là aussi, c'est intéressant de reprendre et de montrer aussi qu'il y a des choses qui sont arrivées depuis. Alors, le syndrome X fragile, alors je vais parler de maladies très différentes, puisque le sujet, ce n'est pas le type de maladie, c'est plutôt comment on arrive, à partir de modèles animaux, à pouvoir proposer des stratégies pharmacologiques, quelles sont les limites. Donc, simplement, le syndrome X fragile, c'est la forme la plus connue, la plus commune, pardon, la plus fréquente de retard mental familial, héréditaire. C'est moins fréquent nettement moins fréquent que la trisomie 21, mais la trisomie 21, c'est quelque chose qui arrive, je dirais, de manière sporadique, c'est extrêmement rarement familial, c'est un accident chromosomique, alors que le retard mental X fragile, c'est une mutation un peu particulière, mais qui va, justement parce qu'elle est particulière, pouvoir diffuser quelquefois dans des branches très éloignées de famille, et donc être responsable de retard mental sévère chez quelquefois plusieurs enfants, plusieurs adultes, et même dans des branches quelquefois éloignées, quelquefois qui ne se connaissent même pas, dans des familles. Et disons, c'est à peu près 1 sur 5000 garçons, c'est une maladie liée au chromosome X, mais qui est partiellement pénétrante chez les filles, donc qui entraîne un retard mental qui est souvent moins sévère, mais quand même significatif chez environ 60% des filles qui ont la mutation. Donc voilà, 1 sur 5000 garçons, 1 sur 7000 filles, ça fait à peu près 10 000 personnes probablement qui ont un retard mental en France à cause de cette maladie. Donc simplement parce que quelquefois on dit maladie rare, mais je pense que 1 sur 5000 ou 1 sur 7000, ça ne dit pas grand-chose, mais que quand on vous dit oui, mais ça fait quand même 10 000 personnes en France qui ont un retard mental à cause de ça, on voit que quand même c'est... donc je dirais simplement, donc c'est un retard mental avec des troubles du langage, des troubles du comportement qui rendent souvent les choses plus difficiles, parce que c'est des enfants qui sont souvent hyperactifs, ou au contraire, quelquefois, ils sont... enfin, pas au contraire, mais ils peuvent avoir un comportement aussi autistique, avec des choses un peu spéciales, c'est intéressant, mais enfin, c'est pas le but là. Et du point de vue, il y a très peu d'études neuropathologiques qui ont été faites, mais leur cerveau n'a que très peu d'anomalies, mais si on regarde de manière très poussée, il y a des anomalies des épines dendritiques qui sont des sites synaptiques spécialisés et qui suggèrent qu'il y a des anomalies de la plasticité synaptique et peut-être de la maturation de ces synapses.
Alors, très brièvement, puisque c'est des choses que j'avais déjà racontées, la mutation responsable, c'est une mutation un peu particulière, puisque c'est une mutation dynamique. C'est l'existence d'une répétition instable au niveau d'un gène qu'on a appelé FMR1 pour Fragile X Mental Retardation 1. Et il y a au début de ce gène une répétition du motif CGG qui est polymorphique dans la population. Tant qu'on a entre 6 et 50, on est tout à fait normal. Quand ça passe de 60 à 200, ça devient instable et ça n'entraîne pas de retard mental. Pendant longtemps, on pensait que ça n'avait pas de conséquences pathologiques. Maintenant, on sait que c'est un facteur de risque important pour une maladie de début tardif, une maladie neurologique de début tardif qui s'appelle Fragile X Ataxia Tremor Syndrome, FAXTAS, mais ce n'est pas ce que l'on va passer. Mais quand il y a cette prémutation, qu'elle est transmise par une mère, il y a un risque important que ça s'allonge encore plus et surtout qu'il y ait une anomalie épigénétique, une méthylation de cette région. Et cette méthylation va éteindre l'expression du gène et donc va entraîner un déficit de la protéine qui est codée par ce gène qui s'appelle FMRP. Donc si vous voulez, c'est juste pour dire un mécanisme de mutation compliqué, mais qui fait que finalement, il y a une protéine qui est déficiente. Alors, cette protéine, donc le gène a été identifié, la mutation a été identifiée en 1991, pardon, et dans les 18 ans qui ont suivi, on a appris pas mal de choses sur cette protéine, que c'est une protéine qui lie des ARN messagers, qui se balade entre le noyau et le cytoplasme, et qui est surtout présent dans le cytoplasme, qui est associé avec les polyribosomes, donc lieux de synthèse protéique, et surtout que l'on retrouve dans les polyribosomes qui se trouvent dans des sites postsynaptiques et donc qui réguleraient la synthèse protéique à ces sites postsynaptiques et la synthèse protéique qui se fait au niveau donc, de ces sites postsynaptiques est proposée pour jouer un rôle important dans la régulation de l'activité des synapses et notamment dans ce qu'on appelle la plasticité synaptique. Donc un rôle important, mais subtil quand même de cette protéine, parce que, comme dit, quand FMRP est absent, on va dire, bon, il y a un retard mental qui est très significatif, hein, c'est catastrophique, mais quand même, le cerveau de ces enfants ou de ces adultes est capable de faire des tas de choses. La plupart vont pouvoir, enfin beaucoup disons, peut-être pas la plupart, travailler en atelier protégé. Si on leur dit bien comment prendre le bus, etc., et qu'ils prennent toujours le même bus, ils ont un langage souvent pauvre, certains n'en ont pas, mais ils arrivent quand même à parler un peu. Donc il y a quand même un cerveau qui fonctionne, je ne dirais pas autant que ce qu'on espère effectivement du cerveau humain du point de vue cognition, mais enfin qui est, quand on parle de faire des modèles de la souris par exemple, ils font quand même, un enfant qui n'a pas de FMRP fait quand même beaucoup plus de choses qu'une souris qui a le gène sans problème ne fera jamais. Donc si vous voulez, ça vous dit tout de suite le problème de faire un modèle de retard mental chez la souris, mais je vais vous montrer qu'on arrivait à faire des choses. Et donc, comme je l'avais dit, cette mutation compliquée entraîne finalement une perte de fonction, une perte d'expression de ce gène. Alors, les gens ont essayé de modéliser la mutation elle-même chez la souris, et il y a des modèles intéressants qui ont été faits, mais plutôt pour cette forme intermédiaire de cette prémutation, on n'est pas arrivé à éteindre, en reproduisant la mutation humaine, à éteindre l'expression du gène dans la souris. Par contre, ce qu'on peut très bien faire depuis
plus de 20 ans maintenant, c'est de bricoler le génome de la souris et des cellules souches embryonnaires de la souris pour pouvoir inactiver un gène, faire une délétion d'une région du gène pour qu'il soit inactivé, et donc créer des souris dans lesquelles un gène qu'on a choisi a été inactif. Comme le gène FMR1 est très conservé au cours de l'évolution, il a même un homologue chez la drosophile, j'y reviendrai. En tout cas, il en a chez la souris qui est très conservée. Donc, il a été créé une souris déficiente pour le gène FMR1. Alors, au début, les gens se sont dit, voilà, est-ce que cette souris va montrer des troubles cognitifs? Et au début, ça a été très compliqué. Il y a beaucoup de labos qui ont analysé cette souris, avec des résultats quelquefois assez contradictoires, parce que, comme je vous l'avais expliqué, finalement, c'est un enfant qui a un syndrome X fragile, qui n'a pas d'FMRP, il a quand même un cerveau qui fait quand même encore beaucoup de choses. Et donc, on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il y ait une souris qui ait des phénotypes absolument extraordinaires. Donc, au début, les altérations étaient assez subtiles. Elles avaient l'air un peu hyperactives, mais enfin, ce n'était pas très impressionnant. Elles montraient une sensibilité accrue à des épilepsies induites par le bruit. Alors ça, c'était intéressant parce qu'une des choses chez ces enfants sont hypersensibles aux stimuli sensoriels. C'est très frappant quand on les voit. S'il y a du bruit, ils se couvrent les oreilles. Leur caractère un peu autistique n'est pas en fait un désintérêt pour les gens, mais au contraire que c'est une stimulation sensorielle trop forte, donc ils vont détourner le regard, non pas par désintérêt, mais parce qu'il y a une stimulation sensorielle trop forte. Donc cette histoire de crise épileptique quand on met un son strident était intéressante, mais tout ça était vraiment très subtil. Et la découverte, presque au bout de 7 ou 8 ans d'analyse de ces souris, a été faite en 2002. Donc vous voyez, les souris ont été publiées la première fois en 1994. Donc le gène trouvé en 1991. En 1994, on obtient déjà une souris qui est déficiente pour ce gène. Ça met 8 ans où cette souris va se balader dans différents laboratoires pour que quelqu'un, qui est un électrophysiologiste très, très brillant, Marc Baer, trouve au niveau de l'hippocampe, alors vous savez que l'hippocampe est une structure clé pour la cognition et la mémoire, une anomalie de la plasticité synaptique qu'on appelle le long-term depression. Alors, quand vous faites au niveau d'une région du cerveau donné, ça se fait, vous pouvez stimuler un endroit donné et les synapses vont pouvoir réagir dans certains cas en augmentant la force synaptique, c'est ce qu'on appelle la long-term potentiation. Certaines synapses, par rapport à certaines stimulations, vont accroître leur fonctionnement. Au contraire, d'autres synapses, quand il y a une stimulation, qui sont plutôt, vont vouloir inhiber les choses, vont avoir une long-term depression, LTD. Et ceci est dépendant, en fait, des récepteurs, notamment glutamatergiques. Et donc, ce qu'a trouvé Marc Baer, c'est que dans les souris knockout, donc en 2002, les souris déficientes en FMR1, il y avait une LTD, donc Long Term Depression, qui était encore plus forte que celle qu'on trouvait dans les souris normales. Alors pourquoi ça l'a beaucoup intéressé? Parce qu'on sait que cette LTD dépend de récepteurs au glutamate. Le glutamate,
des grands neurotransmetteurs excitateurs. L'ALTD dépend de l'activité des récepteurs métabotropiques mGluR et de l'équilibre entre ces récepteurs mGluR et d'autres récepteurs au glutamate qu'on appelle les récepteurs AMPA. Et ce qui se passe, cette long-term depression, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand vous avez une stimulation de mGluR, ça va entraîner une internalisation des récepteurs AMPA, et quand vous avez moins de récepteurs AMPA, vous avez une dépression de l'activité synaptique. Mais pour que ceci ne soit pas trop fort, il y a un système inhibiteur, et on pense que FMRP est le système inhibiteur de la signalisation mGluR. Alors, on n'a pas pour le moment les données mécanistiques exactes, mais disons qu'il y a un certain nombre de données qui suggèrent effectivement ce type de mécanisme. FMRP agit comme un frein. Quand FMRP est absent, il y a beaucoup plus de signalisation mGluR et ça entraîne une internalisation accélérée des récepteurs AMPA et donc cette dépression. Alors pourquoi cette observation apparaissait aussi intéressante que ça? C'est que les compagnies pharmaceutiques, les pharmacologues, les chercheurs se sont beaucoup intéressés à ces récepteurs AMPA et mGluR et ont développé toute une série d'agonistes et d'antagonistes parce que c'est des récepteurs qui sont centraux dans l'activité neuronale. Et donc, si vous voulez, c'était des choses où il y avait une intense activité de la part des neuropharmacologues. Et donc, il s'est dit, voilà, s'il y a trop d'activité mGluR5 et pas assez d'AMPA, peut-être que si on avait des inhibiteurs d'mGluR5 ou au contraire des activateurs des AMPA récepteurs, ça pourrait être utile. Et il y a eu toute une série de données qui ont paru confirmer ce que les gens appelaient la théorie mGluR dans l'X fragile. Par exemple, le fait que si vous traitez des souris avec un inhibiteur pharmacologique de mGluR5, eh bien, ça diminue ou ça supprime ces crises d'épilepsie audiogènes. Alors, c'était comme ce composé MPEP, qui est un composé pharmacologique qu'on ne peut pas donner, qui est trop toxique pour être donné à des patients, mais a une activité anti-épileptique générale, on ne pouvait pas être tout à fait sûr qu'il agissait de manière spécifique sur le phénotype FMR1. Mais il y a toute une série aussi au niveau du cervelet. Il y a des études électrophysiologiques qui ont montré qu'au niveau du cervelet aussi, la LTD, qui dépend d'un autre récepteur mGluR, était anormale. Et alors, ce qui est toujours étonnant, et j'aime beaucoup raconter cette histoire-là, parce que même pour des étudiants en biologie, etc., qui veulent faire des choses qui soient utiles pour la médecine, pour les patients, etc., quand on leur dit tiens, il y a une équipe qui fait un bon travail sur la drosophile, il y a beaucoup qui disent non, la drosophile, c'est trop fondamental, je ne veux pas travailler sur la drosophile, parce que moi, je veux faire des choses utiles. Eh bien, je vous avais dit que le gène FMR1, il a un équivalent chez la drosophile. Et chez la drosophile, on peut faire de la génétique de manière très efficace, on peut inactiver un gène, on peut le surexprimer, on peut faire des tas de choses, et ça va beaucoup plus vite que chez les souris, ça coûte moins cher. Et donc, il y a pas mal de gens qui ont commencé à s'intéresser à l'homologue du gène FMR chez la souris, donc DFMR. Et quand on enlève le gène FMR à une drosophile, ça, dans certaines conditions en tout cas, j'y reviendrai, elle a des anomalies de comportement et de mémoire. Alors,
ça paraît bizarre, mais on peut tester effectivement la mémoire chez les drosophiles, la mémoire à court terme, la mémoire à long terme. La mémoire à long terme chez les drosophiles, c'est quelques heures par rapport à la mémoire à court terme qui est quelques minutes, mais enfin bref. Et par exemple, le phénotype qui a été étudié, un très bel article qui est paru, je crois, dans Neurone en 2005, c'est des anomalies du comportement de courtship, c'est-à-dire une drosophile mâle, quand une drosophile femelle vierge rentre dans le tube où elle est, va commencer à faire une espèce de danse élaborée pour essayer de la séduire et évidemment de l'engrosser, n'est-ce pas? Mais si elle n'est pas vierge, il n'y a pas de raison, ce n'est pas intéressant, parce que le seul intérêt effectivement du mâle, c'est de pouvoir se reproduire. Et si elle n'est pas vierge, c'est que probablement elle est déjà. Enfin, ça n'a plus d'intérêt. Donc il va apprendre, si on lui donne une vierge, à ne pas s'intéresser à elle, etc. Enfin, il y a tout un système à la fois de comportement et de mémoire. C'est un très, très joli papier. On pourrait y passer une demi-heure, mais et ils ont montré qu'il y avait des anomalies pour la drosophile dans ses comportements, et que ces anomalies étaient corrigées si on donnait cet inhibiteur mGluR5, MPEP, à la drosophile. Donc, si vous voulez, ça suggérait que, effectivement, à la fois chez la souris et la drosophile, ce modèle mGluR théorie était intéressant. Et alors, ceci dit, c'est un truc, quand on utilise des molécules pharmacologiques, que ce soit chez la souris, chez l'homme ou chez la drosophile, il faut toujours faire attention aux conclusions, parce que vous n'êtes pas sûr que cette molécule pharmacologique n'a que l'action que vous lui prêtez. On dit, voilà, c'est un inhibiteur mGluR5, mais est-ce qu'il est tout à fait spécifique? Est-ce qu'il ne fait que ça? Est-ce qu'il ne fait pas autre chose? Et il y a quelquefois des données dans la littérature où l'interprétation était fausse, simplement parce qu'une molécule qu'on a utilisée dans des expériences avait des effets autres, avait peut-être ceux qu'on lui prêtait, mais avait aussi d'autres effets, et donc l'interprétation s'en trouvait bouleversée. Et donc, Marc Baer, toujours celui qui avait découvert la LTD, a fait des expériences qui sont très, très convaincantes chez la souris. Il s'est dit, si vraiment c'est trop de mGluR5 qui est responsable au moins une partie du phénotype de la souris FMR knockout, eh bien, je vais créer des souris par manipulation génétique qui ont une activité mGluR5 diminuée, et c'est simplement en inactivant, il y a deux copies du gène chez la souris, on inactive une des deux copies, on a une souris hétérozygote, donc qui ne va exprimer plus que 50% du gène mGluR et donc 50% de la protéine mGluR, et il croise ces souris hétérozygotes pour un déficit en mGluR5 avec les souris knockout FMR1, et il regarde, est-ce que je corrige le phénotype? Si l'hypothèse, il y a trop de signalisation mGluR et que c'est ça qui est responsable au moins d'une partie du phénotype est vrai, en diminuant génétiquement et non plus pharmacologiquement mGluR, est-ce que je récupère? Et comme c'est génétique, c'est beaucoup plus... Là, vous savez exactement que vous avez simplement inactivé 50% du gène mGluR. Et le résultat des courses, c'est qu'effectivement, les anomalies de densité des épines dendritiques, certaines anomalies de comportement de la souris éphémère knockout étaient corrigées quand on croisait donc ces souris avec des souris qui sont partiellement déficientes en mGluR5. Donc ça, c'est un papier de 2007, fin 2007, dans Neurone, si je ne me trompe pas, oui, voilà, qui est un papier tout à fait convaincant et qui suggérait vraiment que en inhibant mGluR5, peut-être qu'on arriverait à corriger des choses chez aussi peut-être chez l'homme.
Alors, là, il y a peut-être une revue des perspectives thérapeutiques pour l'X fragile. Alors, je vous avais dit que, d'une part, il y a cette mutation, ce qu'on appelle un effet épigénétique, puisque cette mutation, elle n'inactive pas le gène directement, mais elle induit cette méthylation de l'ADN, donc un phénomène épigénétique, et elle induit une conformation de la chromatine anormale qui va bloquer l'expression du gène. Et à l'heure actuelle, je dirais surtout pour le cancer, mais pour d'autres maladies, il y a énormément de recherches pour essayer de pharmacologiquement pouvoir moduler tous ces mécanismes épigénétiques. Donc, on peut se dire que peut-être des modifications épigénétiques de la chromatine, de la méthylation de l'ADN, pourraient être un jour utiles pour traiter tout à fait au début, c'est-à-dire vraiment la cause de l'inactivité du gène FMR1. Mais ce dont maintenant je vais vous parler pour terminer, c'est après les travaux de Marc Baer, c'est plutôt cette histoire de corriger cette hypersignalisation MGUR5 ou peut-être ce déficit en récepteur AMPA, donc soit inhibiteur de MGUR ou activateur des récepteurs AMPA. Alors, activateur de récepteurs AMPA, il y avait une molécule qui s'appelait une ampakine qui était disponible. Il y a eu un petit essai clinique pas très très rigoureux qui a été fait, mais qui n'avait pas l'air de donner grand-chose. Mais il y a quand même, je pense, des choses qui restent. Mais surtout l'inhibition de MGUR. Et comme je vous l'ai dit, comme ces récepteurs MGUR sont impliqués dans des tas de phénomènes neurologiques, neuropsychiatriques, beaucoup de compagnies pharmaceutiques avaient développé des inhibiteurs, activateurs de ces différents récepteurs en se disant, tiens, ça pourra peut-être être utile pour quelque chose. Par exemple, il y avait chez, je ne me rappelle plus si c'est Roche, je crois, où il y avait une molécule Phénobam qui avait été développée dans les années 70 et qui avait été utilisée dans des essais cliniques pour l'anxiété et qui a été trouvée par la suite être un inhibiteur spécifique de MGUR5. Et il y a eu effectivement donc l'autorisation de la tester sur l'X fragile. Il y a eu un premier essai, mais qui est un open label, donc ce n'est pas un essai en double aveugle qui a été fait, mais vraiment c'est un essai, je dirais juste pour commencer à voir, où il disait, voilà, il y aurait des résultats positifs sur 6 des 12 patientes restées. Mais surtout, donc ce dont je vais parler, c'est que Novartis avait on the shelf, dans ses placards, une molécule, je crois l'AFQ 506, qu'ils avaient développée et qui continuait à les intéresser pour des choses aussi diverses que Parkinson ou pour l'addiction au tabac, ou enfin pour tout un certain nombre de choses. Et ils avaient ça donc dans leur placard. Et l'intérêt, si vous voulez, qu'ils avaient déjà fait ça, qu'ils avaient déjà développé c'est qu'ils avaient aussi fait toutes les études de toxicologie, les études de phase 1 pour montrer que ce n'était pas dangereux chez l'homme, etc. Parce qu'une partie importante du coût du développement d'une nouvelle molécule, c'est de tester qu'elle n'est pas toxique. D'abord, il faut faire les tests chez les animaux, ensuite chez des volontaires sains, etc. Tout ça, ça coûte très cher. Et ce n'est pas sûr qu'une grande entreprise pharmaceutique, si on lui disait, voilà, il y a un truc qui pourrait peut-être marcher, mais sur l'X fragile, mais l'X fragile, c'est quand même, c'était considéré comme un marché de niche. Là, en fait, c'était déjà des molécules, comme ils les avaient développées pour d'autres pathologies, qui avaient passé, si vous voulez, tous ces tests. Donc, on pouvait passer en essai clinique chez l'homme et un pour l'X fragile. Et je vais aller... Bon, là, je vais à ce moment-là passer là-dessus. Je vais donc
passer sur cet essai clinique qui a été fait donc par Novartis, qui vient d'être publié en début d'année, avec notamment une équipe de cliniciens spécialistes de X fragile à Lausanne et une autre à Lyon, Vincent Desportes. Et alors, c'est de manière très, très curieuse d'ailleurs, alors que on avait dit à Vincent Desportes et à Sébastien Jacquemont qu'il ne fallait absolument pas parler des résultats de cet essai avant qu'ils aient tout analysé et c'était vraiment secret défense. Tout d'un coup, un des pontes de Novartis qui vend la mèche en disant oui, c'est très intéressant dans une interview au New York Times. Donc c'est par le New York Times que les familles ont appris avant que 8 ou 9 mois avant que le papier soit publié. Donc ça c'est quand même très gênant, vous voyez, parce que finalement on ne savait pas qu'est-ce qu'il y avait, qu'il y avait Promising in Drug for Retardation Syndrome, et où il disait vraiment c'est formidable, jamais on n'aurait espéré qu'on aurait des résultats positifs pour une forme de retard mental, etc. Bien que certains disent attention, il faut être sûr, est-ce que c'est vraiment efficace, etc. Et donc le papier a fini par sortir au début de cette année. Et je m'étais dit que c'était intéressant de montrer ce premier essai clinique vraiment rigoureux. Qu'est-ce qu'il a donné et à la fois un espoir, mais que ce n'est pas encore quand même tout à fait... Alors, cet essai clinique, au départ, ils ont pris 30 patients. C'était des patients... adultes, hein, c'était donc âge moyen 25 ans, ils ont à peu près entre 18 et 35 ans, hein, parce que les problèmes de traiter des enfants, c'est plus difficile. Et c'est ce qu'on appelle une étude donc randomisée et en double aveugle, mais ce qu'on appelle un double crossover. Oui, monsieur, comme c'est filmé, vous pourrez avoir toutes les choses sur... voilà, hein, si vous voulez, c'est pas... mais ça sera sur Internet. Et c'est pas mal, ça se voit pas mal. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un double crossover? C'est que vous avez la molécule qu'on veut tester, et vous avez le placebo, et les patients, ils vont être testés. La moitié des patients vont avoir d'abord le placebo pendant, je crois, c'était 15 jours ou 3 semaines, ouais, ça doit être ça. Je ne me rappelle plus. C'était 2 ou 3 semaines. Et puis, il y a une période de ce qu'on appelle de washout, c'est-à-dire pour que la molécule... c'est là. Et ceux qui ont reçu le placebo vont recevoir le médicament, et ceux qui ont reçu le médicament vont recevoir le placebo. Sauf qu'évidemment, ni le médecin qui suit, ni la famille, ni personne ne sait qu'est-ce qui est le placebo et qu'est-ce qui est la molécule pharmacologique, si vous voulez. Tout ça, c'est codé, hein, c'est des pilules, etc. C'est codé. Donc, ensuite, vous avez toute une série de tests. Alors, c'est impressionnant, si vous voulez. Ils ont défini à l'avance tout ce qu'on appelle les tests d'efficacité primaire et les tests secondaires. Et je vous avais dit que dans l'X fragile, il y a des anomalies de comportement, mais évidemment, le retard mental, c'est des troubles cognitifs. Mais la plupart des tests qui ont été faits pour ce premier sont basés sur des tests de comportement. Donc, il ne s'agit pas de savoir est-ce qu'ils sont devenus plus intelligents, mais est-ce qu'il y a un effet sur le comportement. Mais le comportement, quand même, quand vous avez un gosse qui est hyperactif, il apprend aussi moins bien, même s'il a déjà des difficultés cognitives.
mais le fait d'être hyperactif rend encore plus difficile, si vous voulez, d'apprendre, parce qu'il n'a pas la patience de rester pour apprendre quelque chose. Donc, des checklists de comportement. Alors, vous avez 58 items, et c'est les personnes qui s'occupent de l'enfant, les caregivers, donc les parents ou les éducateurs, qui vont remplir ça, mais ne sachant pas est-ce qu'il a eu le placebo ou le... etc. Et puis, vous avez d'autres checklists, etc., de comportement, comme il y a des aspects autistiques, de social responsiveness, et comment ils s'intègrent dans l'environnement social, etc. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très détaillé, très complet. Il faut dire aussi qu'un essai clinique avec des patients retardés mentaux, ce n'est pas si facile que ça à faire, parce qu'il faut que les parents accompagnent. Vous ne pouvez pas simplement dire, voilà, il va rester pendant 15 jours là. Enfin, c'est des choses qui sont assez difficiles. Et analyse des résultats. Alors, il y a des listes de chiffres, et ce qu'il faut regarder, c'est les valeurs de P. P, c'est la classification statistique. Quand on analyse les choses sur les 30 patients, à une exception près sur une échelle de comportement qui était une des échelles secondaires, sur les comportements de type plutôt autistique, comportement stéréotypique, comportement self-injurious, c'est-à-dire qui se font mal ou qu'ils ont un comportement ritualistique, etc. La plupart des pays, il n'y a aucune différence entre placebo et la molécule, sauf peut-être effectivement donc pour cette échelle RBS qui était une échelle secondaire. Donc là, on pourrait se dire, a priori, c'est raté. D'accord ? Mais ils avaient aussi, en essayant de chercher des biomarqueurs, ils ont fait une analyse très détaillée. Je vous avais dit qu'à la suite de la mutation, il y a une méthylation du gène. Et en général, dans les laboratoires diagnostiques, on regarde, est-ce que cette méthylation a l'air complète ou incomplète. Il y a chez certains patients, elle est incomplète, et en général, en moyenne, disons, quand elle est incomplète, les patients vont plutôt un peu mieux. Mais dans les laboratoires diagnostiques, on ne teste qu'un site de méthylation. Et là, ils ont fait une analyse beaucoup plus détaillée de l'ensemble de la région du gène qui est soumise à méthylation. Et ce qu'ils se sont aperçus, que chez certains patients, il y avait une méthylation qui était incomplète et que ça permettait un peu d'expression de FMR1. Donc ça, ils mesurent l'expression de FMR1. Ici, il y a un peu d'expression. Quand c'est dans cette région, il n'y a aucune expression. Donc ils ont trouvé que la majorité de leurs patients avaient une méthylation en fait partielle, même si le laboratoire qui ne testait que sur un site avait répondu que la méthylation était totale, elle était peut-être totale, mais à ce site-là. Mais si on considérait l'ensemble du gène, il y avait une méthylation partielle et une expression résiduelle du gène, et que si on avait, et qu'on avait juste 7 patients qui n'exprimaient absolument pas le gène et qui étaient complètement méthylés. Et quand on faisait l'analyse en comparant, alors là c'est peut-être illisible, mais des différents tests cliniques entre les patients complètement méthylés et les partiellement méthylés, et bien là, tout d'un coup, on trouvait qu'il y avait effectivement, pour presque tous les tests, notamment ce test primaire, là, hyperactivité, comportement stéréotypique, irritabilité, etc., ils étaient presque tous améliorés
alors qu'il n'y avait pas d'effet sur la sous-population avec méthylation partielle. Et ça se voit peut-être de manière plus... c'est un de ces scores. Si le score est diminué chez le patient, c'est qu'il va mieux, en tout cas pour ces anomalies de comportement. Et vous voyez que chez tous les patients avec méthylation complète, le score pour la molécule est inférieur, donc il y a une amélioration par rapport au score qu'on a chez les placebos. Alors que chez les patients qui ont une méthylation partielle, ça va dans tous les sens. Donc, si vous voulez, la conclusion de ce papier, c'est que peut-être que AFQ 506 marche, mais il ne marcherait que chez les patients qui n'ont absolument aucune expression du gène FMR1. Alors, ceci dit, comme c'est ce qu'on appelle dans les essais cliniques, c'est très très régulé la manière de faire des essais cliniques. Vous devez définir à l'avance, auprès des instances qui vont étudier ces essais cliniques, les permettre et regarder ensuite si l'essai clinique montre un effet ou ne montre pas d'effet. Vous devez définir à l'avance sur quels critères vous allez faire votre essai. Quel test, quels critères de définition des patients, etc. Et là, en fonction de ces critères initiaux, ils n'ont rien trouvé, puisqu'il n'y avait pas de différence. Mais ensuite, si vous faites une analyse a posteriori en disant « oui, mais si je subdivise, si je prends, etc., je trouve quelque chose », ça peut vous autoriser à refaire un nouvel essai clinique où vous allez dire « maintenant, je vais tester ça comme paramètre primaire », mais vous ne pouvez pas l'utiliser pour dire que ça a marché. Donc, si vous voulez, c'est une distinction peut-être réglementairement. C'est la manière dont vous avez défini au départ ce que vous alliez mesurer qui vous dit est-ce que vous avez trouvé ce que vous cherchiez ou pas. Là, maintenant, ils ont trouvé ce qu'ils appellent un biomarqueur, cette histoire de méthylation. Et donc maintenant, ils vont refaire, ils ont trouvé que c'était suffisamment intéressant, en tout cas c'est ça qui est positif, pour refaire un nouvel essai clinique, non plus sur 30 patients, mais sur environ 200 patients, ça sera un essai clinique international. Il ne sera plus en double crossover, parce que ça pose des problèmes, le double crossover, donc ça sera où vous aurez un bras placebo, un bras normal, et ils ne le feront plus que sur des patients qui sont complètement méthylés. Parce qu'ils disent, maintenant, on veut tester au moins, est-ce que c'est effectivement efficace chez les patients complètement méthylés. Alors, on pourrait se dire, c'est une discussion dans le papier, oui, mais finalement, ce n'est pas très intéressant, puisqu'il n'y avait qu'une minorité des patients qui étaient complètement méthylés. Alors, ils discutent quand même dans leur papier en disant, oui, mais pour faire cet essai clinique, on a essayé de prendre des patients qui soient pas trop atteints, parce que plus ils sont atteints, plus c'est difficile, si vous voulez, à manager, etc. Et peut-être en essayant de prendre des patients qui sont quand même pas trop atteints, on a sélectionné des patients qui avaient encore une activité résiduelle du gène FMRP. Donc là, je suppose qu'ils vont maintenant faire une chose en testant d'abord les patients pour... et tout ça pour dire que ça a pris déjà beaucoup de temps. Pour faire ce nouvel essai clinique sur 200 patients, ça va prendre encore beaucoup de temps. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est en tout cas que pour une maladie dont, comme il disait dans le New York Times, personne ne pensait qu'une grande pharma pourrait s'y intéresser suffisamment pour mettre quand même des moyens, parce que c'est très cher ces essais cliniques, dans des essais cliniques de ce type, c'est déjà encourageant. Est-ce que AFQ 506 finalement sera une molécule intéressante ou pas? Time will tell. Mais en tout cas, c'est déjà encourageant aussi de voir que des big pharma s'y intéressent, mais quand même avec, je dirais, des choses qui étaient déjà... Elles n'ont pas fait le développement pour ça
hein, c'est de la réutilisation de choses qu'ils avaient déjà développées pour d'autres utilisations. Et ça, c'est pour les maladies rares. C'est vrai que, sauf si vous avez des boîtes comme Genzyme, dont c'est le cœur de métier de faire des médicaments pour des maladies rares, mais à ce moment-là, en faisant payer effectivement un maximum le traitement. Même si maintenant on voit que les grandes pharma, je donnerai des exemples, le cours prochain de GlaxoSmithKline qui s'intéresse maintenant aussi au traitement de la myopathie de Duchenne, etc., et qui investit là-dedans avec une biotech spécialisée, c'est quand même très encourageant de voir que les grandes pharma commencent à s'intéresser à ces marchés dits de niche, parce que quand même, c'est certain que c'est que le savoir-faire pour organiser de tels essais cliniques, etc., de groupes pharmaceutiques, qui permettront vraiment de faire avancer éventuellement, lentement, le traitement de ces maladies. Voilà, je crois que j'étais un peu long, je vous remercie. Et